Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce rendez-vous dédié au décryptage de l'actualité de la semaine écoulée. Je reçois ce dimanche, comme d'habitude, deux professionnels des médias du Bénin. Wouldat Mama, spécialiste des questions internationales, journaliste bien évidemment. Bonsoir. Bonsoir et merci de me recevoir sur votre plateau. Alors dites-nous pourquoi cet intérêt pour les questions ayant un caractère d'instanité? Je pense que c'est d'abord la génération à laquelle j'appartiens, qui est une génération tournée vers l'extérieur. Je pense que ça a trait à une certaine mondialisation par les images, par les médias, par peut-être le cinéma qui nous donne envie d'ailleurs et qui nous inscrit dans le village mondial vraiment. Ensuite, il y a mes études de sciences politiques. Je suis diplômée de sciences politiques et je conjugue mes activités de politiste à celles de journaliste, spécialiste des relations internationales. Donc je pense que c'est un bon mariage. Avec nous également en plateau, Boris Tougan, directeur général du quotidien L'Enquêteur. Boris Tougan, bonsoir. Bonsoir, Émeric. Alors, quelles sont les nouveautés du côté du quotidien L'Enquêteur? Bon, l'organe que je dirige a fait pour option de se focaliser sur les informations qui ne relèvent pas du factuel pour permettre aux populations d'être tournées vers leurs intérêts. Ce n'est pas les activités politiques forcément qui font les centres d'intérêt des populations. Donc nous sommes concentrés plus sur la gestion des ressources ou les emprunts, quel est le taux d'exécution du budget général de l'État par exemple, et quelles sont les relations fonctionnelles entre la direction générale des marchés publics et l'autorité de régulation des marchés publics par exemple, quels sont les conflits qui peuvent avoir, les conflits d'attribution qui peuvent avoir entre ces différentes instances. Donc ce sont des informations qui nous intéressent. Démarrons à présent avec la revue de presse hebdomadaire. Ça porte la signature de Marcel Arossi. Législative 2023, mauvaise nouvelle pour les transhumants. De fermes consignes contre leur positionnement sur les listes de candidature, nous apprend le matinal. L'herbe coupée sous les pieds des transhumants qui caressaient le rêve de figurer sur les listes de candidature du parti d'accueil. La décision concerne aussi bien les transhumants de petit calibre que les grosses cylindrées. Qu'ils soient ministres, députés, responsables de partis, élus communaux et municipaux, les démissionnaires sont persona non grata et donc des chevaux non partants aux prochaines élections législatives selon le quotidien. Des réformes inefficaces, cette question traduit tout le regret du quotidien Gaskiani Info face à un mal que le Bénin traîne depuis la restauration de la démocratie au début des années 1990. Le constat du journal, pour démarrer, est que le lexique politique béninois ces derniers temps est devenu riche en vocables destinés à maquiller la transhumance politique, pourtant décriée par tous et censée ne plus être de mise depuis la réforme du système partisan en République du Bénin. L'ère des convictions politiques semble définitivement révolue au Bénin, regrette une fois encore le journal. La réforme du système partisan était perçue comme une manière de mettre un terme à la balade et au chantage politique. Le peuple espérait que le Bénin allait se doter de véritables partis et surtout des partis stables. Des réformes pour rien finalement, la question reste posée et rien ne permet d'envisager une solution dans un proche avenir, conclut Gaskiani Info. Le processus électoral pour les législatives de 2023 suit normalement son cours à la Sénat. Pour Fraternité, la pré-campagne a été amorcée par le plaidoyer des chefs de partis politiques, en l'occurrence ceux de l'opposition à l'endroit des responsables de la Commission électorale nationale autonome. Le quotidien a pu noter de ce rendez-vous les grandes dates du calendrier électoral. Mais la Sénat et les partis politiques se sont séparés à queue de poisson, nous apprend la primeur. Pour cause, ils ont eu du mal à s'entendre sur certains points, notamment les pièces exigées aux candidats aux élections législatives. Pour Jacques Ayadi de Moël Bénin par exemple, demander autant de pièces plus que ne l'a recommandé la loi serait superflu, pendant que la Sénat innove et se met à la pointe de la nouvelle tendance, celle du numérique. Fraternité apprend qu'elle a créé une application web pour faciliter le bon déroulement du processus électoral du 8 janvier prochain. Cette plateforme web va permettre aux partis politiques, selon ces informations,
condition d'éviter les désagréments lors de la déclaration des candidatures. Sans embâche, avec beaucoup d'humour, Éric Ngoundété a mis le doigt sur des préoccupations sensibles dont la résolution contribuera à la crédibilité du scrutin, nous apprend la Nouvelle Tribune. Présence de mineurs sur la liste électorale, déplacement des électeurs dans tous les sens sont entre autres sujets abordés par Éric Ngoundété, le président du parti Les Démocrates, à la rencontre entre la Sénat et les partis politiques. Finissons avec la revue de quelques grands titres de la semaine. Matin libre. Législative 2023 au Bénin, que feront Soglo et Yayi? Point d'interrogation. Le grand regard, polémique autour du positionnement des transhumants. Talon brisera l'autorité de Diogbenou et de Biotchané. Point d'interrogation. Le matinal, conseils communaux, la FCBE retire sa confiance aux démissionnaires. Flou autour du départ du maire de Kandi, Zinatou Alazi. Réaction d'élus et du préfet de l'Alibori. Fraternité, maraîchage au Bénin. Au nom du profit, la culture bio en berne. C'était donc à l'instant l'actualité vue, traitée et relayée par les journaux parus au cours de la semaine. Place maintenant à la deuxième rubrique de cette émission, 7 jours au Bénin. Wouldat Mama, cette semaine, Patrice Talon était aux Pays-Bas, un voyage aux retombées énormes, près de 119 milliards pour impacter plusieurs secteurs, notamment le secteur de l'eau potable pour alimenter les contrées du septentrion, plusieurs contrées, également la réhabilitation du lac Nokoué et la relocalisation du port autonome de Cotonou par exemple. Absolument des sujets de fond qui touchent directement au bien-être des populations, à leur activité économique et à notre impératif ici sous notre optique de développement. Vous avez parlé effectivement d'amélioration de l'accès à l'eau potable à 6 communes du septentrion, dont Latitengu, Karimama, dont Kobli, oui, dont Tokutuna, voilà, Kopargo, voilà. Bogounou aussi. Tout à fait. Voilà, vous les avez tous cités. Alors, ça faisait partie des priorités du chef de l'État lorsqu'il est arrivé au pouvoir. De grandes avancées déjà ont été constatées lors du bilan de son premier quinquennat. Et il s'agit de poursuivre évidemment dans cette lancée parce que lorsque vous traversez ces contrées, vous vous rendez compte à quel point il y a encore beaucoup à faire entre effectivement les zones urbaines comme ici Cotonou et les zones qui sont un peu plus rurales dans le septentrion notamment. Donc c'est une coopération nord-sud qui est absolument bienvenue. Pour ce qui est du port de pêche artisanal de Cotonou et du développement et de l'assainissement du lac Nokoué. Là aussi, il s'agit de toucher au bien-être immédiat des populations en termes d'assainissement de l'eau, en termes de lutte contre la pollution, de l'érosion de la berge, de lutte contre la sédimentation. Il s'agissait là de mettre un terme à tous ces phénomènes finalement qui mettent en péril la viabilité de tout un écosystème autour du lac Nokoué. Une priorité du gouvernement là aussi. Les travaux ont été lancés il y a un an par le ministre du Cadre de Vie en décembre 2021. Les travaux d'études de faisabilité technique, financière, économique qui ont été confiés à un consortium de consultants basés aux Pays-Bas. Donc, là aussi, vous voyez une continuité dans la visite du chef de l'État aux Pays-Bas. Donc, il y a 10 mois de cela, les études étaient censées durer 16 mois. Donc, vous voyez qu'il s'agit certainement d'une visite d'étape pour voir jusque-là les conclusions auxquelles nous sommes arrivés, ce qui reste à faire et se voir de visu effectivement pour arrêter certainement certains points, certaines stratégies pour la bonne conduite de ce projet. Boris Tougan, Patrice Talon, de plus en plus présent sur la scène internationale. Il était récemment à Paris face au patronat français. Le voilà aux Pays-Bas. Il est en mode VRP, vendeur, représentant et placier. VIP, on dirait. Mais j'ai constaté que le chef de l'État et le gouvernement est dans une stratégie bien peaufinée parce que pendant le premier quinquennat, on a dit que c'était la politique de l'autarcie qui a été déterminée. On avait pensé que le chef de l'État était reclus sur lui-même, mais j'ai constaté avec
Je vois que c'est après avoir mis en place un bon dispositif qu'il a décidé d'aller à la rencontre des partenaires. Et si vous faites attention, il a été dit dans le communiqué qu'il s'agissait d'une visite de travail. Et la différence est que tout s'est passé sans bruit ni trompette. Et le chef de l'État, il a pris un tramway pour aller rencontrer les partenaires. Et j'ai vu dans le communiqué, il a dit que ils ont parlé de 3 points. C'est l'alimentation en eau potable de 6 localités, le développement du port de pêche, et l'aménagement et la réhabilitation du lac Nukwe. Et le coût, c'est 119 milliards et quelques. Et moi, je vois que je préfère ce genre de déplacement parce qu'on voit qu'il y a des résultats. C'est du concret. C'est du concret et nous avons, on a vraiment vu une équipe qui était au travail. Ce n'est pas de la publicité ou du matu vu. Donc moi, je pense que l'équipe gouvernementale devait suivre ce rythme et cette rigueur-là. C'est ce que j'ai observé. Rouldat Mama était également logé au cœur de l'agenda présidentiel, les questions relatives à la formation technique et professionnelle, à l'enseignement. Oui, absolument. Alors là aussi, ça s'inscrit dans quelque chose que le chef de l'État, une dynamique qu'il avait déjà imprimée lors de son début de campagne pour son deuxième mandat, savoir déjà, il l'a placé sous le signe de la jeunesse. Et ensuite, la priorité du chef de l'État, c'est vraiment de verser tout ce flux, ces vagues de jeunes bacheliers qui se dirigent vers les formations traditionnelles, générales, ces longues filières universitaires qui malheureusement ne rencontrent pas de débouchés sur le marché du travail. Le marché du travail actuellement n'est pas à mesure ici au Bénin d'absorber tous ces diplômés. Alors, l'option qu'a prise le chef de l'État, ce qui est d'ailleurs une option qu'en leur temps ont développé les pays du Nord, les pays occidentaux, à savoir d'avoir une approche plus pratique et de favoriser la formation technique et professionnelle. C'est quelque chose qui avait été abordé lors de la visite du président Emmanuel Macron fin juillet ici à Cotonou. Et on se réjouit du fait que certes, l'expertise des Français est certainement la bienvenue, mais c'est bien aussi comme ça de conjuguer, d'amalgamer et de rassembler un ensemble de bonnes pratiques qui peuvent nous inspirer ici au Bénin et nous aider à sortir notre jeunesse vraiment de la plaie qu'est le chômage et vraiment leur donner les armes et les outils pour avoir les moyens de subvenir à leurs propres besoins. La modernisation et l'actualisation de la formation technique et professionnelle, Patrice Talon y tient. Oui, lors d'une dernière rencontre qu'il a eue avec les syndicalistes, je me rappelle, il disait que lui préfère avoir rien que des scientifiques que des littéraires, puisque dans son ancienne vie de chef d'entreprise, il a dû se confronter à des manques d'ouvriers spécialisés. Donc, au-delà du discours, il a fait l'option de passer à l'acte. Et en réalité, ce n'est pas un mauvais choix en allant vers les Pays-Bas, parce que quand vous voyez la structuration de la scolarité là-bas, dès que on constate que l'apprenant a des carences pour aller aux études universitaires, il est rapidement reconverti sur la branche des ouvriers spécialisés, et si bien qu'au sorti du lycée, il peut travailler et être utile aux entreprises. Et moi, je pense que cette option est la meilleure et la plus opérante, parce que ça ne sert à rien de former des enfants sur lesquels on dépense beaucoup d'argent et qui, in fine, ils ne servent plus à rien, qu'ils deviennent des chômeurs. Il faut vraiment qu'on passe à la vitesse supérieure pour arrêter la production de ces chômeurs-là, parce que chaque année, c'est des milliers de bacheliers qui sont déversés dans nos universités, mais qui n'ont même pas de siège pour s'asseoir, malgré les efforts qui sont faits en matière de construction d'infrastructures universitaires. Donc moi, je pense que nous devons poursuivre sur ce chemin-là, de choisir la production de personnel qualifié. Parce qu'il y a la zone industrielle de Glodjigbe qui est en pleine installation, et on aura besoin des gens pour travailler là-bas et non des littéraires pour parler.
Alors, à quoi peut-on s'attendre dans les jours à venir suite à cette visite du chef de l'État aux Pays-Bas? Oui, alors si vous le permettez, j'aimerais revenir sur ce que mon vis-à-vis a dit. Il a absolument raison et c'est un changement de paradigme, je pense, sur lequel il faut absolument insister. Il faut sortir de cette idée que, eh bien, pour réussir dans la vie, il faut forcément avoir des études, il faut forcément avoir une licence, il faut forcément avoir un master. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, dans le concret, dans la vie tous les jours, dans la vie réelle, comme on dit, ceux qui sont qualifiés et qui ont l'amour de leur métier, ça peut être les électriciens, ça peut être des mécaniciens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils gagnent bien mieux leur vie que des intellectuels, que des personnes qui ont bachoté, que des personnes qui ont avalé du papier, comme on dit ici, là, au cours de leurs études, ils gagnent bien mieux leur vie. Donc, je pense qu'il n'y a pas de complexe à avoir, à aller vers les filières techniques et professionnelles, chacun son appétence, chacun ses qualités, et puis il y a des milieux sociaux où il est difficile de vraiment être performant dans l'enseignement scolaire. On n'a pas les conditions forcément ne sont pas réunies. Dans la famille, il n'y a pas forcément cette foi dans l'école qui doit accompagner vraiment l'enfant, parce que tous les enfants ne sont pas responsables pour aller chercher leur cahier, pour aller faire de façon consciencieuse leur devoir, pour aller parallèlement se cultiver, pour voilà, enrichir un peu par des connaissances extrascolaires leur cursus scolaire. Tout le monde n'a pas ces qualités-là. Donc, tenant compte de ces réalités-là, tenant compte du fait que effectivement, eh bien, tout le monde n'a pas ce capital social, ce capital-là peut-être universitaire de la part des parents qui puissent aider comme ça. C'est normal qu'aujourd'hui, on se dirige vers ces filières et c'est absolument encouragé. Ça n'est pas du défaitisme, ça n'est pas un renoncement, il ne s'agit pas d'être complexé par rapport à ceux qui vont à l'université, bien au contraire. Et les preuves sont là, sur le terrain. On vit bien mieux aujourd'hui lorsqu'on a une formation technique, lorsqu'on est qualifié, lorsqu'on fait bien son travail, on gagne bien mieux sa vie que des détenteurs d'un master, d'un doctorat qui dorment à la maison. Pour revenir à ma question, dans les jours à venir... Dans les jours à venir, alors je ne pense pas qu'il s'agisse... De façon globale. Oui, je ne pense pas qu'il s'agisse de quelque chose dont on va observer les retombées à court terme. Je pense qu'il faut davantage se situer sur le moyen terme et sur le long terme pour voir effectivement, parce qu'il s'agit de grands chantiers qui sont lancés. Parce que là, quand on parle du port de pêche artisanal de Cotonou, il s'agit quand même de construire une marina, il s'agit quand même d'activités nautiques, il s'agit quand même de la création d'un chantier naval. Un chantier naval, c'est-à-dire pour la construction et la réparation de bateaux. Pour ce qui concerne le lac Nokoué, quand même, c'est des travaux de fond qui mobilisent beaucoup d'argent, beaucoup de compétences. Donc je ne pense pas que ce soit des retombées immédiates. En revanche, là où c'est le plus urgent, et là où on peut s'attendre effectivement à avoir quelque chose, pas immédiat, mais en tout cas de plus palpable, de façon plus immédiate, pas immédiate, mais de façon moins à court terme. Voilà, plus à court terme, eh bien ça va être concernant l'eau potable, parce que là il n'y a pas d'excuse. On est dans un pays en développement où tout est urgent, certes, mais là vraiment c'est le plus urgent. Et là on peut s'attendre, je pense, à des retombées plus rapides. Les impératifs dans les médias. Non, moi, je pense que la démarche du chef de l'État est bien structurée parce que j'ai constaté qu'il y a la construction de beaucoup de lycées. Et donc, ce voyage s'inscrit dans le cadre de possibles transferts de compétences pour qu'il y ait du personnel qualifié pour former les apprenants. Moi, je pense que dans les tout prochains jours, on aura des résultats de ce côté-là. Un renforcement de capacité. Voilà. Un autre sujet qui nous intéresse également cette semaine, vous savez, à l'Assemblée nationale, plusieurs lois ont été votées, 5 au total. Il y a une loi qui intéresse particulièrement les Béninois. Vous savez, c'est un peuple très attaché à la terre. Il s'agit de la loi portant création d'une cour spéciale dédiée aux affaires foncières. Boris Tougan. Je ne veux pas concentrer le débat sur ma personne, mais je fais partie de ceux qui ont milité ou prié pour qu'on en arrive là. Parce que, je vais vous conter une anecdote, il y avait un dossier de 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi sur lequel nous avons spécialement travaillé au journal L'Enquêteur, où on a été assigné à la RAC. Mais nous avons insisté parce qu'il s'agit de 39 hectares. Et pour une seule personne, pour nous, ça pose un problème. Et quand nous avons fouillé le document, les dossiers, il s'est fait que l'ancien maire, et le colonel Patrick Oussou-Guédé, lors de sa passation de charge au maire Georges Bada, a expliqué dans son discours de prise de fonction que
ce dossier est un dossier épineux. Mais malgré ça, les 39 États ont été vendangés. Et la suite, vous l'avez suivi comme tout le monde. Donc, la création de cette cour tombe à pic. Et ma prière est que cette cour soit installée à Bomé-Calavi, qui est pour moi le sanctuaire de la mafia foncière. Donc, moi, je connais spécialement, j'ai suivi depuis 2016 la volonté du chef de l'État. Quand il est déterminé à avoir des résultats, il faut qu'il sauve les populations, parce que personne n'est plus en sécurité dans ce pays. Les titres fonciers sont démontés et ils ont l'ingénierie en matière de fraude, si bien que vraiment il faut que la justice ait la main lourde pour les décourager, comme cela se fait à la Criette. C'est vraiment une bonne option. L'objectif de cette loi est de corriger les lenteurs procédurales, la défiance des justiciables à l'égard des juges et les incertitudes des solutions jurisprudentielles. Absolument. Alors, je vous rejoins. Je rejoins également mon confrère en face qui a parlé de sécurité. Et il s'agit vraiment de ça, de sécurité. D'une part, de sécurité pour l'environnement des affaires, c'est-à-dire que vous avez du mal à acheter aujourd'hui quand vous ne savez pas si vous achetez quelque chose qui est vraiment disponible, à qui vous l'achetez vraiment. Donc, il y a une réticence aujourd'hui. Les gens ont du mal à vraiment passer le pas. Et puis, il faut dire aussi qu'on est dans une économie où moins cette génération, mais la génération de nos parents, la génération de nos grands-parents, ont acheté des terres pour économiser aussi. Il s'agissait de mettre de l'argent de côté, une façon d'investir, parce qu'on n'a pas ce système bancaire extrêmement élaboré, où on a ces livrets, etc., qui nous rapportent de l'argent. On n'a pas toutes ces options d'épargne qu'on peut avoir dans d'autres contrées. Donc vraiment, la terre, c'était une façon aussi d'épargner. C'est difficile aujourd'hui pour moi. Je connais des personnes qui ont eu des soucis réels de santé avec toutes ces migraines que leur donnent ces histoires parce que ce sont des économies d'une vie parfois. Donc il était temps vraiment que les gouvernants s'intéressent à cette question. Et sécurité également, parce que là, il s'agit d'un point clé et profond du contrat social dont il s'agit. Dans le contrat social, il y a ce point cardinal qui est la garantie de la propriété privée. C'est-à-dire qu'en plus de la sécurité, c'est-à-dire qu'on ne se défend pas nous-mêmes, on délègue notre bien-être, notre sécurité individuelle aux autorités, aux forces de sécurité, mais il y a aussi cette garantie de la propriété privée. C'est-à-dire que l'État est vraiment là pour dire lorsque cela t'appartient, on est là pour mettre tous les verrous pour que ton bien soit en sécurité, soit protégé, voilà, juridique, etc. Alors vraiment, on touche à un point clé du contrat social. Alors, vous avez parlé de cette lenteur qui nuit à la confiance. Donc c'était impératif de pallier. On a désormais une juridiction spécialisée. Spécialisée, absolument. Il s'agissait de pallier parce que là, difficile, des procédures longues devant les jurés, devant les magistrats. Donc il s'agissait vraiment là pour moi pour les gouvernants de vraiment montrer qu'ils sont en train de remédier à ce problème et réellement de reprendre la responsabilité en termes réellement de contrat social, la base de notre constitution, la base de ce rapport entre gouvernants et gouvernés, la base de ce pacte social-là, donc ces questions-là menaçaient clairement ce point crucial de la constitution. Cette loi vient mettre un terme au règne de la mafia foncière dans les principales villes du Bénin et au procès chronophage. Évidemment, que du point de vue décisionnel, les gouvernants ont montré la volonté politique qui est, mais il faut aller à un autre level et décrocher carrément le personnel de la magistrature qui devait s'occuper de ces cas-là pour qu'ils aient un traitement spécial, parce qu'il s'agit de grosses affaires. Donc, il faut que le traitement salarial soit conséquent pour que les juges qui seront désormais formés et spécialisés en matière foncière soient à l'abri du besoin. Ne soient pas soumis à la tentation. Voilà, parce que c'est une mafia qui a des tentacules et une puissance financière redoutable. Donc, mon souhait, c'est que, comme le chef de l'État a présenté sa bonne foi, c'est-à-dire la volonté politique,
qu'il aille au-delà en créant un corps spécialisé au niveau de la magistrature pour que les Béninois ne soient pas floués, parce que lui, il croit que dans le droit politique béninois, le magistrat a une certaine puissance publique qui lui est accordée, mais cette puissance-là peut être récupérée par des mains invisibles, mais déjà, la volonté s'est déjà manifestée. Maintenant, en se référant aux erreurs du passé, il prendra ses dispositions, je l'estime. Jetez-vous le même regard sur ce point de la question. Oui, mais de toute façon, je fais confiance à l'initiative du chef de l'État. C'est vrai qu'il ne peut pas être partout, ça c'est évident, je rejoins mon confrère dessus, mais je pense qu'il peut imprimer une certaine dynamique, ce qu'il a montré. Il a montré sa capacité à le faire sur d'autres dossiers. Ce qu'il a toujours fait d'ailleurs. Ce qu'il a toujours fait, mais sur certains dossiers en particulier. Eh bien, je pense qu'il saura placer les bons hommes, il saura placer les bons verrous, il saura donner les bons exemples, il saura dissuader là où il faut dissuader, il saura aussi, ma foi, éviter les erreurs de casting. Donc je lui fais confiance là-dessus, surtout pour un début, je pense qu'il va frapper fort. Le décryptage de l'actualité hors de nos frontières, c'est dans la rubrique Interactu. Il est désormais le nouvel homme fort du pays des hommes intègres. À 34 ans, Ibrahim Traoré devient le plus jeune chef d'État au monde. Ouldat Mama, en quoi ce coup d'État était-il opportun? Opportun parce que il a intervenu à un moment donné où déjà après une attaque meurtrière, celle de Gassindé, qui a eu, on a essuyé plus de 27 morts, et encore, ce serait un bilan qui aurait été édulcoré par le régime l'ancien régime de Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui, eh bien, après 8 mois à la tête du MPSR, s'est fait évincer par la jeune garde de ses frères d'armes. Alors, lorsqu'il a pris le pouvoir le 30 septembre dernier, et lorsqu'il a la première déclaration lue par son porte-parole, 2 points sont ressortis de cette sortie. D'une part, eh bien, évidemment, la situation sécuritaire au Burkina Faso. Malheureusement, Burkina Faso et Mali aujourd'hui se disputent tristement, évidemment, la place d'épicentre du terrorisme sahélien aujourd'hui. De l'extrémisme violent. Et de l'extrémisme violent, absolument. Et d'autre part, la bonne gouvernance, parce que je pense que tous les fils et filles de Sankara, à la fois au Burkina Faso, dans la sous-région, en Afrique et dans la diaspora, ont été absolument outrés du fait que l'ancien régime, Blaise Compaoré, ait été accueilli, alors qu'il avait été condamné à la prison à vie, accueilli sur le sol burkinabé sans avoir été interpellé, sans avoir été fait l'objet d'un mandat d'amener. Je pense que ça a secoué quand même le cœur de beaucoup de sankaristes, le cœur de beaucoup de panafricains, le cœur de beaucoup d'amis du Burkina Faso. Donc je pense que c'est quelque chose qui a révulsé beaucoup de personnes. Et ça a coûté cher à monsieur Damiba, qui est aujourd'hui exilé au Togo. Beaucoup d'espoir porté sur ce jeune capitaine Ibrahim Traoré. Par ailleurs, les similitudes entre sa trajectoire et celle de Thomas Sankara sont absolument sidérants. À 34 ans, coup d'État là aussi, tous les deux sont capitaines. Alors beaucoup d'espoirs qui sont portés sur lui aujourd'hui. On verra dans la suite déjà si les actes qu'il va poser, mais il y a autre chose également qui a rassuré les personnes qui l'ont écouté, en tout cas qui ont écouté son porte-parole à la suite du coup d'État le 30 septembre, c'est la référence à de nouveaux partenaires. Parce que là aussi, c'est une des clés aussi de ce soulèvement, de cette colère, de ce ressentiment, de cette fatigue que l'on sent dans les peuples sahéliens vis-à-vis de la gouvernance traditionnelle, la gouvernance démocratique, de ce cycle long d'élections qui n'aboutissent à aucun changement. Voilà, donc on veut des résultats, quitte à passer par les coups d'État. En fait, on est prêt à tout essayer là, pour vivre un peu mieux, pour être soulagé.
Donc réellement, on l'attend aussi là-dessus. Après, il est difficile. Il est difficile aussi, là, la stabilité de l'ordre qu'il est en train d'installer sera jugée aussi sur la durée parce que il n'a que 34 ans. Et la vieille garde aussi, elle estime qu'elle aussi, peut-être, elle a le droit de s'asseoir sur le fauteuil. Donc, difficile un peu d'adouber comme ça, de se soumettre au leadership d'un petit de 34 ans. On a ce qu'on sait, on connaît nos pesanteurs culturelles ici en Afrique, où l'âge tient lieu de compétences parfois, un peu de tout. Donc, aux Ambiénés, la valeur n'atteint point le nombre des années. Absolument. Boris Sougan, le Burkina Faso, caractérisé par une instabilité politique chronique, déjà 2 coups d'État en moins de 8 mois. Terminus Damiba descend, comme je l'ai dit le jour du coup d'État. Mais vous savez, quand vous observez un peu la chronologie des faits, vous ne serez pas étonné. Parce que en balayant un président démocratiquement élu, l'espoir qui pesait sur le dos de Damiba, c'était que, sur le plan sécuritaire tout au moins, on puisse avoir un certain éclairci, puisqu'il est un produit d'armes. Mais très tôt, le colonel a donné l'impression de s'être embourgeoisé, parce que on a vu que sa démarche, son discours ont changé. D'abord, comme le disait tantôt ma consoeur, après avoir reçu avec tous les honneurs Blaise Compaoré, ça a déjà commencé par faire un kick dans la tête de tous les observateurs. Et à la suite, on a vu que sur le plan sécuritaire, il n'y a pas eu cette alchimie à laquelle on s'attendait. Parce que, bon, pour le grade qui est le sien, il devait avoir tout au moins une stratégie avant de passer à cet acte que d'aucuns avaient caractérisé d'héroïque. Mais on a vu qu'il s'est entourloupé, il s'est plutôt enlisé dans des pirouettes. Et on n'a pas vu véritablement d'avancée. Et le 30 septembre 2022, où le jeune capitaine Ibrahim Traoré était en train de le balayer, il disait que eux, en tant que capitaine, il est un homme de terrain. Il était dans la brousse avec ses frères d'armes, et qu'il a constaté qu'on a envoyé au front des cohortes de 2021. C'est-à-dire, pour les militaires, c'est des gens qui ont été recrutés en 2021, envoyés en brousse, et qui ne savent même pas manipuler les Kalachnikov. Et ça veut dire qu'on les envoie à l'abattoir et que lui, il n'est pas d'accord. Et que dans les champs, qu'il voit que des populations meurent de faim. Que ce sont des réalités que lui, il a vécues. Et que, en principe, pour un militaire qui arrive à ce niveau-là, que ce n'est pas, son objectif n'est pas de devenir milliardaire, mais que lui, il a constaté que les gens deviennent milliardaires. Et si vous voyez sur les images, Ibrahim Traoré est très proche de Damiba. Il était dans son cercle très, très rapproché. Et il était même parmi ceux qui ont organisé le premier coup. Donc, moi, je pense que, comme le disait Joseph Kizerbo dans son ouvrage À quand l'Afrique, cette génération de Sankara n'a pas disparu. Mais je vois que, quand j'observe leur profil, quand on n'est pas encore officier supérieur du rang colonel, on est plus éclairé. C'est ce que j'observe. Parce que Damiba n'est pas venu après avoir organisé le coup. Ce sont ces jeunes-là qui ont organisé le coup. Et il les a trahis, c'est ce que je constate. Puisqu'ils disent, nous n'avons pas fait ce travail pour continuer à obéir à la puissance étrangère, pour ne pas citer la France. Mais j'ai constaté que le nouveau président Damiba a eu d'autres contingences, si bien qu'il n'a pas suivi le mot d'ordre de la troupe. Et vous vous rendez compte que quand il a été délogé du palais, le chef d'état-major général des armées a sorti un communiqué pour dire « Moi, je souhaite que les deux camps restent dans leur position pour qu'on échange. » On va évoluer dans le débat, le discours il est bien beau, Traoré est porteur d'espoir, mais que faire pour qu'il ne trahisse pas encore les attentes? Non, vous voyez, moi je fais l'analyse de contenu.
Et quand vous faites l'analyse de contenu, vous vous rendez compte que les deux personnages n'ont pas été confrontés aux mêmes réalités. Le jeune capitaine vient de la brousse. Donc, il connaît quelles sont les contingences, ou tout au moins, la pression qu'il a derrière n'est pas la même que celle du colonel. Et j'ai constaté que l'armée burkinabé n'a pas pris fait et cause pour le colonel Dabimba. Donc ça veut dire qu'il n'a pas été à la hauteur de la tâche. Et Dieu merci qu'il a eu cette éclaircie-là qui lui a permis de se retirer sans qu'il y ait effusion de sang. Maintenant, il n'y a pas de confession, il n'y a pas de confession ou de bon Dieu sans confession pour le jeune capitaine. Parce que, en prenant cette décision de venir s'installer, il sait déjà quelle est la feuille de route et il devra s'y soumettre. Et il promet d'assurer la gestion des affaires courantes en attendant la désignation d'un président de transition, qu'il soit civil ou militaire. Absolument, c'est quelque chose, je pense, un des éléments lors de cette première déclaration au soir du 30 septembre qui a créé une espèce de confiance en ce jeu de capitaine. C'est cette apparent. Après, il faudra le juger sur les actes. Hein. On n'a pas de boule de cristal ici, mais on va le juger dans les actes, sur les actes dans les jours qui viennent. Néanmoins, il a montré peu d'appétit pour le pouvoir, peu d'appétit pour le statut de président de transition. Il ne veut pas être président de transition. Pour l'instant, il se définit comme le président du MPSR. Le langage ne change pas souvent à cette étape-là. Non, parce que immédiatement, en général, dans les 24 heures, 48 heures, 72 heures, on entend président de transition, chef de l'État, président du Burkina Faso. Donc je pense qu'il reste là vraiment pour l'instant en tout cas, dans une mission plutôt intérimaire, juste pour passer le pouvoir à soi, en tout cas au fruit de la concertation des forces vives de la nation, là qu'il a annoncé pour, en tout cas avant la fin de cette année 2022. Après, vous avez parlé de le juger, voilà, l'analyse du parcours que mon confrère abordait. Quand on regarde le discours vraiment, vous savez, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, le lieutenant-colonel Dabiba, il a parlé de mouvements pour la sauvegarde et la restauration, mais on ne sait pas sauvegarde et restauration de quoi finalement. C'était assez flou. Alors que là, tout de suite, on a parlé de la sécurité, tout de suite, on a dénoncé la mauvaise gouvernance, notamment en matière judiciaire avec ce bloc. Enfin, je ne sais pas comment se qualifier ce qui s'est passé, cette impunité là envers Blaise Compaoré. Et puis, on a parlé de nouveaux partenaires. C'est quelque chose aussi qui a sonné vraiment favorablement à l'oreille de... C'est un changement de paradigme. C'est un changement de paradigme. Ces nouveaux partenaires, ça évoque beaucoup de choses. Nouveaux partenaires, pourquoi? Parce que depuis 14 ans, l'opération Sabre, aujourd'hui, est au Burkina Faso, sans grand résultat. Sans grand résultat parce que la menace terroriste, le Mali était l'épicentre aujourd'hui c'est le Burkina Faso. 40% de son territoire a été avalé par l'extrémisme violent. 10% de sa population est déplacée interne. Le bilan est catastrophique en 14 ans de présence française. Donc tout ça, en fait, crée un rejet de la présence hexagonale sur le sol burkinabé. Après, je ne suis pas là pour dire tel a raison, tel a tort. Le plus important ici, et la question la plus importante, c'est que c'est la perception des populations. La perception des populations aujourd'hui donne force c'est la perception des populations que cette présence française ne sert finalement à rien. C'est ce ressentiment qui donne la capacité, c'est un peu un ressort, c'est une certaine légitimité sur laquelle s'appuient en fait les militaires pour agir comme ils le font. Donc en fait, la question aujourd'hui, elle a changé. C'est pas tellement est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est inefficace. C'est un peu une question obsolète, parce que les gens le perçoivent comme étant inefficace. Donc à partir de là, et c'est une perception qui s'est construite sur la durée. Ça s'est construit avec ce renouvellement, ce regain panafricaniste, à l'aune de la relecture des anciens, de nos pères spirituels, les Sankara, la relecture de leur, en tout cas de leur trajectoire, à l'aune également du mouvement anti-franc CFA, de tous ces mouvements panafricanistes là, dont on a
été... de fond, le sentiment anti-français. Oui, toutes ces choses-là ont été nourries. C'est pas quelque chose qui est venu immédiatement, en fait. Donc, je vous dis, c'est quelque chose qui est construit dans la durée. Donc, pour le défaire aussi, c'est pas sur le temps court que ça va se faire. Pour l'instant, il faut prendre acte de ce ressenti. Je suis pas là pour dire effectivement c'est un État qui encourage le terrorisme, etc. Ça, mais c'est la perception aujourd'hui sur laquelle surfe cette junte. Bon, j'aime pas trop le terme de junte, mais ce mouvement militaire, cet ensemble, le MPSR. Donc c'est aujourd'hui le fait principal qui fait qu'ils se sentent autorisés à s'asseoir comme ça à la tête du Burkina Faso et à changer les choses. Alors Boris Tougan, comment entrevoyez-vous la suite des événements au Faso? Bon, moi je me réjouis déjà que dans les premières interventions des jeunes pushistes, ils utilisent des éléments de langage clair. En fait, ils ont dit, si nous ne savons pas quelle est la qualité de ceux qui nous accompagnent, nous préférons y aller seuls. J'ai vu des interventions un peu loin des responsables de Wagner qui semblent soutenir tout ce qui se passe là. Donc moi, j'estime que le changement de paradigme n'est plus en phase théorique, mais que c'est déjà dans la pratique. Et il est à souhaiter que le jeune capitaine soit bien encadré. Et je pense qu'il n'a pas fait ce coup seul, compte tenu de l'intervention de la hiérarchie militaire qui l'a soutenu. Donc il est préférable qu'on attende pour voir, parce que je suis sûr que les anciens partenaires d'Amiba n'ont pas encore dit le dernier mot. Ils vont certainement vouloir tenter des escarmouches. Et bon, on verra la suite. Oui, wait and see. Toujours à l'international, au Brésil, le premier tour de l'élection présidentielle a livré son verdict. L'actuel chef d'État, Bolsonaro, l'ancien président de la République, Lula, pour le compte du second tour. Absolument. Alors ça a été une grosse surprise, parce qu'il y a encore un mois, les sondages désignaient Lula comme étant vainqueur au premier tour. Lula était censé faire un chaos à plus de 50%. Alors, dans les semaines qui ont précédé le premier tour du 2 octobre dernier, effectivement, l'écart s'est resserré entre les deux hommes. Alors là, on a eu 48% pour Lula au soir du 2 octobre, 43% pour Jair Bolsonaro. Alors c'est vraiment d'une courte tête que Lula vraiment a précédé dans les résultats, dans les urnes, là, son rival. Ça montre vraiment que la dynamique Bolsonaro de ces derniers temps est beaucoup plus forte que la dynamique Lula ces derniers temps. Ça montre bien que le bolsonarisme, en fait, est là pour rester. C'est vrai, on a parlé du bolsonarisme comme étant une sorte de trumpisme, et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de parallèles à faire entre la situation au Brésil et la situation aux États-Unis. On a pensé la gestion de la pandémie de Covid, par exemple. Beaucoup de choses, la gestion de la pandémie de Covid qui a été catastrophique absolument au Brésil. Après, pas en termes de gestion économique, de gouvernance économique, parce que là où Trump a donné d'excellents résultats en termes de gouvernance économique, si ce n'est le Covid qui a plombé un peu l'économie américaine comme l'a plombé l'économie mondiale, Bolsonaro a des résultats épouvantables économiques, et puis en termes de gouvernance environnementale aujourd'hui, il est proche du négationnisme en termes de réchauffement climatique. On est au niveau zéro de la responsabilité climatique. Mais il y a vraiment une résistance, parce qu'il faut comprendre, je pense que la société brésilienne, c'est une société conservatrice. Donc il a réussi vraiment à se placer comme le garant des valeurs religieuses, le garant de la famille, avec quand même un quart de la population qui est évangélique aujourd'hui, qui la plupart ont porté quand même leurs espoirs, leur confiance sur Bolsonaro, et la famille également. Il faut dire aussi que Lula porte quand même le bagage de tout cet héritage du Parti des travailleurs qui a été miné, dont la honte, la nudité a été dévoilée à la fois
dans les journaux, à la fois dans les tribunaux, avec la corruption, notamment ce gros consortium immobilier Petrobas. Après, effectivement, Lula a été condamné pour corruption. Il n'a pas été acquitté pour corruption. C'est parce qu'on a vu des vices de forme. Et puis ce juge Sergio Moro, là, qui l'a condamné, qui était lui aussi, dont la rectitude, dont la déontologie a été clairement mise en cause. Mais c'est pas si facile. Là, ça va se faire dans un mouchoir de poche. Qui voit la tête de l'État brésilien au soir du 30 octobre prochain? Alors là aussi, j'ai pas de boule de cristal. Mais clairement, là, les deux hommes ont réuni ensemble 90% des sondages. C'est quand même énorme. Ça veut dire qu'il n'y a que 10% à gratter dans le reste de l'électorat. Le match est serré. Le match est extrêmement serré. Alors les deux autres candidats qui sont arrivés après eux, pour l'instant, ils se reporteraient plus vers Lula. Il a 5 points d'écart là au premier tour, 10% à négocier. Mais le problème de Lula, c'est que les indécis se portent davantage sur Bolsonaro que sur lui. Alors vraiment, c'est extrêmement serré. Pour certaines raisons, certaines sensibilités, peut-être qu'on souhaiterait que Lula soit au pouvoir. On a les déclarations, les frasques de Bolsonaro sur les Noirs, sur les indigènes, les Premières Nations aborigènes. Bon, c'est du Trumpisme, c'est une espèce de Trumpisme. Boris Souga, le duel Lula-Bolsonaro. Moi, quand j'observe le déroulement de ces élections, ça me fait marrer. Parce que quand vous voyez le parcours de Lula qui a été placé sous mandat de dépôt, et l'acharnement médiatique, tout le monde a été, même Dilma Rousseff qui est... Vous voyez, mais c'est là que j'ai compris qu'il y a vraiment le miracle à son sens. Parce que sorti des géoles pour venir se positionner deuxième sur une élection de ce type-là. Il doit jouer d'une certaine estime du peuple. Voilà, et en face de lui, Bolsonaro Jair, qui est un gauchiste, climato-sceptique. Moi, pour ma part, le Brésil a commis une erreur pour avoir fait cette option de Bolsonaro. Mais je me suis rendu compte que c'est parce que Lula n'était plus sur le tapis. C'est pour cette raison-là qu'il a eu cette chance-là. Sinon, que vous voyez tout l'arsenal qui a été... Et moi, quand j'ai observé un peu les images, Bolsonaro a débarqué tout un arsenal. Mais j'ai constaté que le peuple brésilien tient encore à des valeurs. Et la transhumance philosophique en politique n'est pas systématique comme c'est le cas ici. Quand des populations ou des familles tiennent à des valeurs, quelles que soient les tempêtes, les gens respectent ses convictions. C'est pour cette raison-là que vous voyez, les deux tiennent, eux deux seuls, sont à 90% environ de l'électorat. Et ça va se jouer sur quelques détails près. Mais si on ne fait pas de la magie, je ne sais pas comment Bolsonaro va s'en sortir parce que il y a des frasques, il y a plein de choses que les Brésiliens n'ont pas digérées, et surtout la gestion du Covid où le chef de l'État qui devait donner l'exemple décide de ne pas mettre le masque. Je sais pas, on ne peut pas confier la gestion d'un État sérieux à un personnage de cet acabit. Moi, je pense que le peuple brésilien pourra sanctionner. Et justement, en fait, 30 secondes, vous le dites ? Oui, 30 secondes. Justement, le fait que ce soit si serré, en fait, ça ajoute à une certaine incertitude et une certaine crainte, parce que Jair Bolsonaro a dit qu'il ne reconnaîtrait pas, là aussi, il s'inspire de Donald Trump, les résultats de l'élection présidentielle. Il va se faire arrêter. Le problème, on se demande ce qui va, la capacité de mobilisation, l'attachement aux institutions, là aussi, des Brésiliens sera testé. En tout cas, dans tous les cas, peu importe qui gagne, il est sûr qu'il héritera d'un pays absolument fracturé comme cassé en deux, comme le sont aujourd'hui les États-Unis. C'est vraiment un phénomène profond qui s'observe aujourd'hui au Brésil. Dans tous les cas, personne. Du point de vue ethnique, il faudra absolument faire des compromis, absolument tendre la main vers l'autre camp, parce que là aussi, même si Lula l'emporte, parce que c'est des élections générales dans les assemblées générales, à l'Assemblée nationale, etc. On voit vraiment que le Parti libéral
libéral, le parti qui soutient Bolsonaro, là aussi, a un gros ancrage, un gros enracinement. Donc il faudra composer avec tout ça et on peut pas, celui qui arrivera ne pourra pas faire ce qu'il veut. On verra bien la suite. Ouais. Dernière rubrique de cette émission, les potins de la toile. Boris Tougan, les images ont fait le tour de la toile cette semaine. Un père bastonnant son petit enfant, à peine conscient des faits à lui reprocher. La vidéo a suscité l'indignation des internautes. Oui, justement, je l'ai suivi comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Un père de famille qui passait à tabac un jeune homme d'à peine 2 ans. Heureusement que les nouveaux médias sont là pour mettre de la lumière sur ces dérapages. Et le papa forcené, selon les dernières informations, serait déjà aux mains de la police et la justice pourra faire la part des choses. Ce qui est un peu désolant, c'est certainement par ignorance que ce papa a posé cet acte, parce que dans la vidéo que j'ai suivie, il parlait en langue vernaculaire, donc je me suis dit, bon, c'est certainement un individu qui n'a pas eu la chance de bénéficier de la lumière de la science, et donc il est encore dans l'obscurité. Bon. Qu'est-ce qui peut justifier des sévices corporels aussi prononcés sur un enfant de cet âge? Non, bon, l'ignorance et la misère, c'est tout ce que moi je pense. Rouldat Mama? Oui, personnellement, moi, je n'ai pas eu le courage de visionner la vidéo. En fait, il n'y a pas qu'une vidéo aujourd'hui, il y en a plusieurs. Hein. J'ai vu l'émoi que ça suscitait dans les groupes WhatsApp auxquels j'appartiens, auxquels je suis abonnée. J'ai vu les commentaires, effectivement, l'outrage général qui a poussé les autorités, effectivement, à se saisir immédiatement de la question. On est un peu soulagé du fait de savoir qu'effectivement, cet individu est aux mains de la police, et j'espère pour un bon bout de temps. Mais il faut vraiment avoir ici le ministère des Affaires sociales et familiales qui engage une campagne de sensibilisation sur qu'est-ce que c'est corriger un enfant. Est-ce qu'on corrige un enfant on corrige pas un enfant quand on est en colère? Il faut que la colère s'apaise avant de corriger un enfant. Et puis, est-ce que ce monsieur aussi, est-ce qu'on peut rationaliser même cet acte? Parce que ce monsieur, est-ce qu'il avait toute, comme on dit, toute sa tête, et qu'il avait toute sa raison? Je ne pense pas que c'était un individu équilibré. Au-delà du niveau d'instruction, au-delà du l'illettrisme ou pas, vernaculaire, bon, je pense qu'une question de sensibilité, d'humanité générale, qui nous met quand même au même niveau dans un certain sens, hein, en dehors de la chance qu'on a pu avoir de côtoyer telle ou telle connaissance, tel ou tel milieu scolaire, etc. Je pense qu'il y a quand même des choses qui sont inscrites dans notre ADN, qui sont inscrites dans notre sang. Si ça dérange les gens comme ça sur la toile, si ça choque les béninois en général, je pense que c'est juste une sensibilité humaine. Donc je pense que malheureusement c'est pas un cas isolé, on en connaît. Bon, je pense qu'il faut vraiment une mission de sensibilisation de la part des autorités. Et c'était incrimine celui qui a filmé la scène? Oui, aussi. Je pense que beaucoup de personnes là sont en train de dire, parce que les gens sont tellement enragés de voir outrés devant ces images-là, qu'on se dit, mais celui qui filmait également, pourquoi n'est-il pas intervenu? Et puis les autres qui regardaient également, qu'est-ce qu'ils faisaient là, assis, en inerte devant cette scène? Bon, après, est-ce qu'il faut aller dans la chasse aux sorcières? Je ne sais pas si c'est ça qui vraiment va solutionner le problème. Il faut qu'on s'en saisisse vraiment de façon pédagogique, au-delà de l'émotion en fait. L'émotion, ça a son temps, on se connaît, demain on sera outré d'autre chose, on sera occupé par autre chose demain. Je pense que pour que ça s'inscrive dans la durée, il faut dépasser l'émotion et il faut vraiment que les pouvoirs publics s'en saisissent. Dépasser l'émotion, Boris Tougan, de tels actes sont à décourager avec la dernière rigueur. Oui, moi je pense que, comme me disait ma consoeur, il faudra désormais qu'on fasse la vulgarisation des lois sur la protection de l'enfance et que, quel que soit le niveau d'instruction, que tout citoyen soit informé de ce qu'il peut faire ou de ce qu'il ne peut pas faire. Puisque la plupart du temps, c'est l'ignorance qui... Il est censé ignorer la loi. Bon, théoriquement, mais pour moi,
là, on dit dans la théorie, une loi est opposable dès que c'est publié au journal officiel, mais il faut aller au-delà, il faut aller au-delà et faire un peu de sensibilisation. Mais qui ne se livrent pas à de tels comportements dans la société. Bon, l'éducation peut concourir à cette qualité dont vous parlez là, mais il faut aller au-delà pour faire, un peu de promotion ou de sensibilisation autour de ces lois-là pour que tout le monde sache que, bon, instruit ou pas, que les services corporels sur les enfants sont interdits au Bénin. C'est ce qui a inspiré. Ici s'arrête Club Média 7 de ce dimanche. Je le rappelle, j'ai reçu Wouldat Mama, journaliste et spécialiste des questions internationales. Merci. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci de m'avoir reçu. Avec nous également, c'était Boris Tougan, directeur général du quotidien L'Enquêteur. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Merci. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Prenez le rendez-vous de la rediffusion pour le mardi à 22h30. À très vite.